Le sujet du jour, c'est une introduction d'un cours qui va se faire sur 7 semaines et aujourd'hui on voit la première règle. C'est des règles qui sont tirées de la tradition hermétique, inspirée de Hermès Trismégis, qu'on voit dans un peu toutes les traditions, qui fait des petites apparitions dans l'ésotérisme, la religion chrétienne. J'ai pas regardé s'il faisait des apparitions dans les autres grandes religions monothéistes, mais il y a des chances. De toute façon, c'est un tronc commun, ça se recoupe. On s'en fout, on n'est pas là pour blablater sur ces choses-là, on est là pour aller droit au but et voir qu'est-ce que ça influe dans nos vies et comment on peut l'utiliser pour mieux comprendre ce qui nous arrive et mieux agir et réagir avec le réel. Qu'on les utilise pour en faire quelque chose dans la vie de tous les jours, ça peut paraître, tout de suite, très, très, très concret. Ça peut aussi être vu d'un point de vue un peu plus abstrait. En faire quelque chose dans la vie de tous les jours, ça peut aussi être la relation qu'on a au monde qui s'améliore, plus que directement des changements directs dans notre vie de tous les jours. Donc on peut l'utiliser très clairement, hein, pour faire des changements massifs dans la matière, mais on peut aussi l'utiliser pour juste réagir mieux avec ce qui se passe en interne. Donc ça a vraiment une double action et c'est ce qui est souvent mal compris avec ce genre de règles. Soit on se positionne d'un côté du spectre où on se dit: «Si j'agis comme ça va fonctionner», soit on se positionne de l'autre côté et on se dit: «C'est pur abstrait et je peux rien en faire dans la matière». Moi, mon but, ça va toujours être, de venir alchimiser là ces 2 parties et en faire quelque chose d'unifié encore une fois. Dans l'optique d'une transmission que j'appellerais, traditionnelle, je veux qu'il y ait du terrain et en même temps de l'abstrait pour qu'on puisse avoir la rigidité du terrain et se dire: «Ça sert à quelque chose donc on s'y raccroche» et l'abstraction des concepts pour pouvoir les réemployer dans plein de domaines de vie et que ça reste pas carqué dans un seul, carcan. J'ai utilisé le mot carqué, je savais même pas qu'il existait, mais je l'ai inventé en temps réel. La règle du jour, donc il y a 7 règles et on va les voir sur les 7 semaines à venir. Donc toujours un live le vendredi qui soit un peu plus présenté et un live le dimanche qui soit plus, parole libre. Sur les 7 vendredis suivants, enfin les 6 du coup, peut-être que je ferai une conclusion, donc peut-être les 7, on aura des approches de ces règles. La première règle de l'hermétisme, c'est: tout est mental. Ça va paraître un peu lunaire de prime abord parce que, bah, non, tout n'est pas mental. Il y a des choses qui sont très, très matérielles comme tout ce que je touche là derrière moi, la table, l'ordi, et cetera. Je vais essayer d'apporter ce propos. Le but toujours, c'est de rester dans une position d'ouverture préalable par rapport au propos, sinon il va jamais passer, je peux faire ce que je veux. Si vous, vous mettez des barrières dans votre tête, au bout d'un moment, vous allez mettre la barrière là où vous voulez et il y aura une barrière que je pourrais pas passer. Je peux employer tous les arguments du monde, passer, 15 heures, il y aura toujours un contre-argument quelque part. Quand on veut prouver quelque chose, on peut le prouver. Quand on veut se garder d'un propos, on peut aussi s'en garder. Il n'y a pas de logique suffisante. Enfin, si, des fois, on attend que notre interlocuteur soit assez éloquent pour se dire: «OK, il a bien travaillé son sujet, donc je peux l'intégrer», mais ça, c'est une fonction qui nous limite. Donc oui, je vais pas vous donner une recherche de 30 ans avec plein, plein, plein d'arguments pour faire tomber les défenses et je vais pas du tout consciemment utiliser de principes, hypnotiques de manipulation pour vous faire passer mon idée dans le cerveau. Je vais juste parler tranquillement de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris et vous prenez le propos, vous le prenez pas, c'est votre dos. Moi, en tout cas, c'est un propos qui m'a aidé énormément, donc je pense qu'il a tout, intérêt à être entendu et encore une fois, c'est à vous de préparer votre cerveau à l'ouverture, sinon qu'est-ce que vous faites là? J'ai envie de vous dire, pourquoi vous écoutez des propos auxquels vous vous ouvrez pas? Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque part, une peur de l'inconnu, une peur du nouveau, une peur de l'incertitude de vers là où ça pourrait nous mener et encore une fois, on peut pas rentrer dans une approche, d'apprentissage, pleinement comme c'est nécessaire dans un enseignement traditionnel comme je veux le faire. Si on garde un bout de soi pour soi, eh bien, on n'est pas en train de faire le travail proposé. Alors oui, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance et Aliénor qui dit: «On est open bar nous», ben, c'est très bien, je sais, mais je peux pas m'empêcher de faire ce propos préliminaire pour être sûr que toutes les voies soient ouvertes à la réception. Ce petit pitch qu'il faut se faire intérieurement pour être sûr de bien recevoir le propos. Surtout que, bah, dans la vie de tous les jours, en effet, on rencontre pas tous les jours des gens qui veulent notre bien ou des gens qui sont intéressants à recevoir qui vont nous apporter de la valeur. Donc c'est vrai que ce système, il se met automatiquement en branle, mais c'est vrai que, au fur et à mesure des lives qu'on a déjà fait, il y a une sorte de confiance qui s'est mise en place et du coup, c'est pour ça que je peux me permettre d'attaquer des choses aussi, aussi profondes d'ailleurs, qui seraient pas du tout passées au premier contact. C'est intéressant de mettre ça parce que, bah, il y a pas que vous, il y a les gens de la rediff. Si jamais je publie des bouts sur YouTube, il y a les gens de YouTube et eux, ont besoin de se mettre dans les bonnes dispositions mentales pour accéder aux propos. Donc le premier point, c'est, l'univers est une projection de la conscience. Donc déjà, c'est hyper puissant, c'est super difficile d'accéder à ça. On a des défenses immunitaires psychiques qui se mettent en œuvre, bah, non, non, c'est pas qu'une projection. Non, non, il y a des événements indépendants de moi, on va le définir. Qu'est-ce que c'est moi? Donc
ce n'est pas qu'une projection de la conscience, c'est aussi, et puis des consciences d'ailleurs, il y en a plein, donc une projection de ma conscience, d'une conscience collective, tout de suite ça devient un sac de nœuds. On il y a plein d'objections qui popent dans notre tête et si je suis capable de les mentionner comme ça, c'est parce que moi aussi je les ai, c'est pas parce que, il y a ce propos que je présente que je suis, hypnotisé par ce dernier. J'ai fait aussi mon travail de distanciation avec le propos. Maintenant, je suis obligé de le présenter comme il est prévu et comme il est prévu, ça provoque plein d'objections. Parce que je suis pas juste en train de dire: «La table, c'est une table, le la chaise brune, elle est brune». Voilà, je dis des choses un petit peu plus complexes. Donc, le premier bullet point que j'ai mis: «Ce que nous appelons réalité est une expérience subjective». Donc déjà, intégrer cette première croyance ou connaissance, appelez-le comme vous voulez, c'est déjà rentrer dans un, mode de narration qui est beaucoup plus propice à, l'évolution. Déjà, quand on comprend que tout ce qu'on interprète à travers nos 5 sens et même pire, qu'on va construire derrière avec notre imagination, bref, tout ce qui se passe dans notre vie finalement, bah, ça passe à travers, notre système cognitif qui est déjà préconçu d'une certaine façon. Bah, déjà, on se rend bien compte que, il y a pas grand chose qui tient la route. Et que tout est malléable et qu'on peut à peu près faire ce qu'on veut de du coup, bah, de notre cerveau et du coup, de ce qui va s'en suivre. Je ramènerai toujours à ce fameux schéma de la réalité, de comment se construit la réalité, hein. Vous le connaissez par cœur, j'en parle tout le temps, mais tout part de nous, nos expériences qui constituent nos croyances, qui font notre filtre, qui nous permet de voir le monde. Donc notre fameuse matrice, c'est là où on met ce mot matrice, qui permet du coup de comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe quand on parle de matrice, dans les films notamment. On va prendre les exemples des films après. Pourquoi certaines personnes sur les réseaux, utilisent ce terme? Donc bien sûr, c'est un enjolivement, c'est du marketing, ça permet de capturer l'attention pour ensuite la rediriger vers cette compréhension-là qui est, cette matrice. Donc moi, je me suis jamais caché, c'est juste l'ensemble de notre croyance, donc notre paradigme. Je cultive pas un sorte de mystère, à part dans les titres et miniatures et communication grand public. La matrice, c'est l'ensemble de nos croyances qui fait qu'on perçoit le monde à travers. C'est le filtre, la lunette là qu'on a devant les yeux et qui fait que du coup, on va tout le temps, tout le temps, tout le temps recevoir l'expérience d'une telle façon et l'objectivité L'objectivité réelle, pas celle que nous propose la méthode scientifique qui est largement, limitée et qui peut être, débunkée, mais je vais pas prendre, ce temps-là et cette énergie-là, c'est pas le but. Je vous invite à faire le travail de votre côté si c'est pas encore, fait. Hem, la méthode scientifique a ses limites. Elle nous propose une, utopie de l'objectivité. Sauf qu'elle est, menée par des humains biaisés, subjectifs, qui sont, tout de suite, bah, propulsés vers certains domaines d'études et financés d'ailleurs par certains groupuscules et cetera, donc subjectif. L'objectivité réelle, ce serait réussir à sortir du conditionnement de nos paradigmes, sortir du déterminisme de notre passé, acquérir un réel libre arbitre pour le coup et donc encore une fois revenir, à cette dissociation dont on a pu parler, au début. Je vous avais teasé un peu, je vous ai dit de quel moi on parle. De quel moi on parle? Bah, c'est à ce moment-là en fait qu'on trouve un peu d'objectivité, c'est quand on parle plus du moi, l'ego, le préconstruit, le personnage, les couches interposé et qu'on vient se positionner sur le moi qui serait défini par le terme de soi profond selon la psychologie jungienne, Dieu par, les religions du livre, conscience par la spiritualité, le tout par, les mystiques, l'un, le réel, bref, toutes ces choses-là. Et quand on arrive à retrouver ce petit point-là qui est juste au final un point intérieur de conscience, de perception, déconditionné, sans mental, avec aucune pensée, là, on est objectif. Là, on perçoit la réalité telle qu'elle est. Et encore, et encore, parce que pour avoir, trouvé ce point de conscience un paquet de fois et l'avoir retrouvé dans certains états modifiés de conscience, pas uniquement avec des chimiques, hein, aussi, par, la privation, qui est une forme de chimique, hein, parce que mine de rien, la privation, c'est, changer les connexions, neuronales et hormonales qui se passent dans le cerveau, donc c'est chimique au final. Mais dans certains états modifiés de conscience, finalement, cette conscience, elle perçoit un réel qui est légèrement différent. N'empêche, je parlerai, jamais tant que je l'aurai pas vécu et je suis sur le chemin, donc je vous tiendrai au courant si c'est le cas, d'une réalité alternative ou quoi que ce soit, de quelque chose qui soit vraiment délirant, qui n'ait rien à voir avec le monde qu'on touche là tout de suite. La seule chose que je dis, c'est que on a une relation à ce monde
qui est complètement, complètement subjective et personnelle en tout temps. Peu importe, à quel point on essaye de se rapprocher d'une objectivité réelle et d'une capacité à prendre des décisions depuis un point neutre, on est toujours, 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 toujours biaisé et si on veut faire ce chemin, qui est pas agréable et qui produit pas des résultats, immédiats, ça va être, un vrai chantier. Ça va être un vrai chantier et il commence par, cette acceptation-là du tout est mental, cette acception-là de la subjectivité, est inhérente à l'expérience, que, notre conscience peut en effet percevoir des formes de réels différents en fonction de son préconditionnement. Donc hormonal, neurologique, peu importe quel filtre on va mettre dessus, spirituel, peu importe, peu importe, peu importe. Ses connaissances aussi, bien entendu, les fameuses options perçues, je suis dans telle situation, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Souvent les gens voient 2 solutions, alors que quand on utilise un petit peu plus de sa matière grise, rapidement on peut en voir 3, 4. Ça c'est vraiment très, très rare, hein, les personnes en général prennent pas leur base sur plus de 3 options, 4 des fois 5, 6, 7, 8. Je parle là vraiment des cas, d'urgence quasiment immédiats, des choses qui paraîtraient logiques pour tout le monde de dire: «Bah, là, il y a que 2 choses». Je parle pas de, une réflexion complexe posée à tête reposée. Je parle de vraiment dans la vie de tous les jours, quand on te dit: «Tu veux ça ou ça?» Très peu de personnes perçoivent une troisième option et très, 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 très peu parce que ça peut être une habitude cognitive de trouver la troisième option, un peu de ça, voilà, une habitude cognitive, voilà, moite-moite, voilà. La quatrième. La cinquième, la sixième, voilà. Commencer à penser en N dimensions, commencer à penser, avec, une vision un peu kaléidoscope de la vie. Kaléidoscope parce que pas uniquement, plusieurs options, mais plusieurs options qui se reflètent l'une l'autre et à chaque fois qu'on voit une option, en fait, on en revoit une autre sous un autre angle et ça en crée une autre, ça en crée une autre, ça en crée une autre. C'est vraiment cette compétence-là, qui est une réelle compétence, hein, qui va vous permettre de prendre les meilleures décisions pour vous et d'être le moins en moins hypnotisé par, les personnes qui usent et usent et usent de cette technique, rhétorique, extrêmement efficace dont j'ai mis une vidéo récemment sur le Telegram que vous avez peut-être pu voir, sur, couper le réel en 2, proposer que 2 options. Et encore une fois, ça vient rajouter à la thèse que tout est mental parce que au final, heu, rien que par ce propos, en fait, je vous ai permis là, à l'instant et c'est le but qu'à la fin du live, par des propos, vous accédez à une autre façon de voir les choses. Et donc encore une fois, on voit que tout est mental. Notre état en direct se, modifie par rapport à ce qui est dit et donc ça, on le verra peut-être un petit peu plus après avec des exemples concrets, mais la chose observée est influencée par, la personne qui observe, donc l'état de la personne qui observe préconditionne, ce qu'il va observer et là, on se rend compte que c'est kaléidoscope, encore une fois. C'est, je regarde quelque chose d'un certain état, d'une certaine posture. Cette chose reçoit des influences de ma part, ne serait-ce qu'une pierre, hein. Alors là, c'est vraiment le pire exemple parce qu'elle va probablement pas bouger. Probablement, je dis bien, encore une fois, je laisse cette porte ouverte. Elle va probablement pas bouger, probablement pas se reconditionner selon votre regard et pourtant, il existe des caractéristiques intrinsèques à cette pierre, maintes et maintes fois prouvées par la science maintenant, une qualité vibratoire, une qualité énergétique, sans, bullshit spirituel, hein, juste les fameuses fréquences, qui va s'altérer en fonction de ce que vous lui envoyez. Une simple eau, je ne sais plus le nom de l'expérience, je vous laisserai chercher, mais une simple eau ou une simple plante à laquelle on va venir proférer des injures ou dire des mots doux, va se développer différemment en fonction et donc on va la percevoir différemment et donc elle va nous renvoyer un message différent et là, sur des exemples aussi simples, vous dites: «Mais à quoi ça peut servir bordel?» OK, OK, cool. Quand on commence à voir les choses en N dimensions, ça prend, tout de suite une ampleur beaucoup plus grosse. À l'échelle d'une entreprise, par exemple, l'énergie que vous dégagez, vous avez tous vu ces extraits de films, je pense, où il y a un CEO qui rentre dans les bureaux et qui a une aura de malade et tout le monde se reconditionne quand il passe. Tout le monde passe de: «Je fais mon boulot, je suis dans ma bulle, je suis soit Avachi, soit j'ai une énergie, soit» mais en fonction de l'aura du CEO, alors là, il y a le caractère hypnotique, qu'il a déposé par le passé de quand il passe, les gens doivent se redresser ou X ou Y, mais il y a aussi le caractère de, le voir, donc ceux qui sont dans sa sphère, proche là, qui sont qui comme si on avait un peu
une sphère autour de nous là et que jusqu'à un certain point, ça dégageait une énergie qui était en déperdition permanente. Donc là, elle est la plus forte et c'est d'ailleurs la limite, hein, du support exotérique de la vidéo, hein, que si on était en one-one réel, il y aurait une énergie bien différente. Imaginez que on serait assis là autour de la table, il y aurait une énergie bien différente qui se dégagerait si je regardais votre non-verbal et j'adapterais le mien en fonction. C'est évident qu'on aurait un échange qui serait très, très, très perturbant pour votre soirée, la journée d'après, la semaine d'après, bien plus que, lorsqu'on a ce genre d'échange, via le support exotérique qu'est la vidéo. Aliénor, on le voit clairement avec l'érosion des roches marines, l'eau crée une nouvelle forme à la roche qui est là depuis des millénaires à force de se jeter contre. Et oui, quand on observe la nature, d'un coup tout devient plus clair, hein. Tout devient vachement plus clair. Le principe de cause à effet, le tout est mental, l'interaction de 2 choses en apparence séparées qui en fait coexistent et cofonctionnent. Bref. Heu donc là, j'ai pris un exemple très terre à terre, mais ça se voit dans tout. Ça se voit dans les relations aussi, sur des choses beaucoup plus bah, c'était un peu une forme de relation, hein, dans le non-dit, ce que j'évoquais avant, mais dans la relation pure et dure, on le sent. Alors, est-ce que c'est une forme d'intuition, une forme d'hypercalcul de notre cerveau qui perçoit tout le non-verbal? C'est hyper dur à dire et c'est pas le but de dire quoi que ce soit à la fin du propos. C'est juste de comprendre que il y a quelque chose qui se passe et c'est évident que l'état qui émane de là ou de là, peu importe, d'où on veut le faire émaner et de comment on conceptualise la chose, l'état qui émane de là va créer une disposition et la personne, le sujet en face de nous, qu'il soit animal, humain, végétal, peu importe, dès qu'il y a de la vie dedans, perçoit cette chose-là. Donc encore une fois, reprendre le principe du végétal, ça vient faire exploser, la chose parce que j'allais dire, peu importe comment on l'appelle, peu importe, ce que c'est, bah, oui, là, on voit quand c'est du végétal, c'est pas que du non-verbal. Au bout d'un moment, quand du végétal s'adapte à comment on est intérieurement, bon, au bout d'un moment, c'est pas qu'une histoire de, «J'ai réussi à t'analyser, donc j'ai compris, donc je me mets dans une certaine configuration». Non, il y a quelque chose d'autre. Donc tout est mental parce que le mental conditionne du coup ce qui se dégage et ce qui va, revenir au sujet qui a émané, va être conditionné par ça et cetera et cetera. Bref, je suis allé très loin sur ce point, c'était le premier bullet point. La perception du monde dépend de nos pensées, croyances et interprétations mentales. On a déjà dit tout ce qu'il fallait sur ça, je pense. Si c'est pas clair, vous me dites, mais je pense pas. La science moderne, notamment la mécanique quantique, montre que l'observateur influence la manifestation de la réalité. Là, je vous renvoie sur, une fameuse expérience non, qu'on va voir un tout petit peu plus tard. On va voir un tout petit peu plus tard ça. C'est juste pour dire que, aujourd'hui, on est quasiment sûr, si tant est que, ce soit possible d'avoir une certitude sur quoi que ce soit dans ce monde. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui nous poussent vers cette croyance que l'observateur influence la chose observée. Ça se prouve par de plus en plus par la physique quantique et prouve, ça ne veut pas dire vérité, encore une fois, sortez des hypnoses, contenues dans les mots. C'est les limites du langage là, de la sémantique. Je pourrais, passer tout mon temps à réemployer des terminologies plus acceptables, mais je ne vais pas faire ce choix. Je préfère me plonger dans le propos, et chercher des choses, plutôt d'un autre ordre à travers cette transmission. Donc peu importe qu'on choisisse la mécanique quantique, qu'on réfute ce modèle, qu'on se penche que sur la science et cetera, on trouve de plus en plus de choses rationnelles qui nous permettent d'accepter, de faire tomber les barrières mentales et de se rendre compte que, il y ait plusieurs approches des choses qui nous favorisent la croyance en ce fait. L'univers peut être vu comme une construction mentale interprétée par la conscience. En effet, quand on comprend que, selon le principe de physique quantique que, on va évoquer juste après, mais je suis obligé un petit peu de l'introduire là, que tout est vibration et que les choses se cristallisent en particules du moment qu'il y a une conscience pour venir les observer, donc quelque chose de bien vivant qui vient observer les choses et qui, du coup, modélise le réel en tant que tel. Donc là, le téléphone, par exemple, selon cette théorie, hein, encore une fois, reste téléphone parce que je suis certain que c'est un téléphone. C'est des ondes, des particules qui, quand l'observateur pose l'œil dessus, donc des ondes qui se cristallisent en particules, donc des choses qui bougent, qui quand il y a un observateur et on va le montrer avec l'expérience, juste après,
deviennent des points fixes qui se constituent et qui agrègent le téléphone. Je sais pas si ça fait écho pour vous, mais moi personnellement, la première fois que j'ai capté ça, ça m'a vraiment fucked up, hein. Le cerveau a vraiment, parce que ça veut vraiment dire que en dehors de jeu, il n'y a rien. Ça ça veut vraiment dire que tant que je n'ouvre pas les yeux, il n'y a rien. Tout est vibration, tout se cristallise parce que je et là encore une fois, vous allez me dire: «Bah non, moi je peux venir à côté de toi, tu as les yeux fermés et j'ai les yeux ouverts et je vois qu'il y a quelque chose». Alors déjà, ça dépend de quel point de vue vous vous positionnez. Si vous êtes solipsiste, vous dites: «Bah oui, mais moi tant que j'ai les yeux fermés, il y a rien». Donc ça, OK, ça c'est une chose et ensuite, qui est le «je»? Je reviens à cette question. Qui est moi? Qui est je? Est-ce que je, personnage de Swami, personnage de Jean, à côté de moi, par exemple, s'il était là? Ou est-ce que je est peut-être un petit peu plus large que ça? Est-ce que je, c'est pas toute la conscience à travers toutes les corps humains? Donc si et là, c'est là où les à mon avis, c'est à ce niveau-là de compréhension que les sectes, sont partis en couille. Si nous fermions tous les yeux, donc vous entendez le message derrière, en même temps, est-ce qu'il existe encore un monde? Est-ce qu'on ne revient pas tous à l'unité? Est-ce que c'est pas la fin, justement, de ce monde duel? La fin, du coup, de la souffrance, mais la fin aussi, du coup, de la joie, de l'amour, la fin de tout. Ça semble logique que oui. Dit comme ça semble logique que oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, non, par-delà le bien et le mal, lisez Nietzsche. Donc, pourquoi j'ai poussé ce point? Parce que pas pour, pousser au suicide ou quoi que ce soit. C'est des mots que je voulais pas dire parce que je pense que si je publie sur YouTube, ça pète l'algo, mais c'est pas grave. Non, pour faire péter des verrous mentaux. Pour faire péter des verrous mentaux qui permettent d'accéder de plus en plus en profondeur aux propos. Au bout d'un moment, une vidéo comme ça peut pas se passer, correctement. Hem, donc c'est pas grave. Je vais au niveau où je veux aller et c'est pas grave. Donc c'est une idée qu'il faut considérer quelque part, c'est que sans le jeu qui est, toutes les bribes de conscience qui se passent à travers tous les humains, il y a pas de monde matériel. La matérialité, au final, n'est que un construit, heu, solidifié par l'inconscient collectif qui projette sa conscience en temps réel et qui a besoin que ça reste comme ça pour ne pas se suicider, en fait. On a besoin que ça reste. On n'aimerait vraiment pas que l'arbre là se mette à bouger tout seul. On n'aimerait vraiment pas que l'ordi se mette à léviter parce que là, on n'est plus fonctionnel du tout, toute la planète prend un coup, d'un coup. Si tous les ordis se mettaient à léviter, tous les arbres se mettaient à se tordre, si les cheveux s'hérissaient, si des morts apparaissaient là tout de suite, on pèterait un câble et ce serait la fin de la conscience, enfin au moins pendant un temps et donc il y a cet accord tacite collectif de: «OK, toutes les ondes vont devenir des particules de façon cohérente, heu, de façon corrélée, à ce qui a été préalablement, constitué par toutes les consciences du passé. Donc les morts gouvernent les vivants, en fait. Les façons de cristalliser la matière qu'ont perçu les morts, donc les gens du passé, heu, continuent dans le présent parce qu'on ne saurait sortir et on n'est pas capable de s'éveiller, en fait. On n'est pas capable de sortir de la matrice qu'on observe à travers nos yeux, à travers la conscience. On est piégé par ce qu'on voit, alors que ce qu'on voit même se cristallise par notre observation. Vous voyez un petit peu le niveau de profondeur où on arrive là tout doucement? Ça commence à à chauffer. Moi, je sais pas vous, mais moi ça me fait du bouillon intérieurement là. Donc, encore une fois, on y arrivait par du rationnel. Si j'étais arrivé comme ça, en vous disant cette phrase-là dès le début, impossible de l'accepter. Impossible, c'est pré-rationnel complet. C'est ça ne passe pas le rasoir d'Occam. Donc pourquoi l'intégrer? Ça va juste foutre du chaos dans ma vie. Pourquoi je l'intégrerais? Par contre, si c'est rationnellement apporté, c'est peut-être que quelqu'un de normalement constitué a survécu à ça, donc je peux peut-être y survivre. Parce que rasoir d'Occam, les gens qui y ont accès ont une meilleure longévité que les autres, des meilleurs résultats dans la vie et cetera, de façon, statistique et cetera. Donc on reconnaît que le frère humain est pas si instable que ça. On veut bien emprunter un bout de son paradigme. Allez, pour tester. Maintenant, on va essayer petit à petit, je dis maintenant, je sais pas ce qui va suivre, hein, encore une fois, j'ai pas de pensée, là, je parle juste avec le cœur, on continue. On va essayer de monter en transe rationnelle, donc de venir faire péter justement, le rationnel plafonné
qui ne peut que rester dans des heuristiques. Là, c'est prouvé, OK. Là, c'est prouvé, OK. Là, c'est prouvé, OK. Et qui va venir faire, se mélanger tout ça un petit peu, faire converger un peu toutes ces choses ensemble. Donc je continue à lire mes bullet points et j'espère que ça me permet de continuer de monter comme ça. C'est pas du tout prévu pour, mais on va. L'univers peut être vu comme une construction mentale. On a bien développé là-dessus. Ce que nous percevons n'est pas la réalité brute, mais une représentation produite par notre cerveau. Encore une fois, on a tout mis là, toute la matière pour avancer là-dessus. On va rentrer un petit peu dans les exemples et là, vous allez voir comme c'est concret. Donc là, on reste dans du rationnel plafonné, mais c'est pas grave. La perception sensorielle est une interprétation et là, on va prendre l'exemple de la couleur. Je vous fais un tout petit partage d'écran. Tout l'écran, l'audio du système, tac, tac. C'est pas là, c'est là. OK. Donc vous voyez, OK, c'est carré. L'exemple de la couleur, c'est que les objets ne possèdent pas intrinsèquement de couleur. Pourquoi on perçoit ce tout petit, mais vraiment tout petit, vous voyez bien, spectre des ondes qui parviennent, à notre cerveau? Parce que l'œil est fait d'une certaine façon avec, je vous rappelle les cours de physique-chimie, brièvement, avec, des cellules, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, cônes, donc moi je me rappelle juste du mnémotechnique cône, couleur, qui du coup peuvent interpréter les objets, qui envoient du coup un signal électrique à notre cerveau qui dit: «OK, je perçois donc cela» et donc ça donne tout ce spectre-là auquel on a accès. Mais voyez un petit peu dans les différentes catégorisations et les différentes longueurs d'onde qui existent, la petitesse de ce qu'on peut percevoir. On ne perçoit pas les rayons gamma, ni les rayons X, ni l'ultraviolet, ni l'infrarouge, ni les micro-ondes, ni les ondes radio. Pourtant, ce sont des ondes également. Nous ne percevons que ça par notre constitution biologique. Donc au final, nous sommes une matrice biologique. Nous ne pouvons percevoir, donc mentaliser, donc interagir avec le monde que ce que notre corps nous permet. Imaginez si nous avions, je sais pas moi, un sonar comme les dauphins. Nous pourrions percevoir par écho comme ça, c'est assez hallucinant et imaginez si nous percevions les rayons gamma, rayons X, imaginez la vision du monde qu'on aurait, à quel point elle serait différente et là encore, comme dit Aliénor, les animaux perçoivent et sentent plus de choses que nous et oui et là, ça pose la question de: «Est-ce qu'on est en effet l'espèce la plus évoluée?» Est-ce que parce que oui, en effet, dans le monde, ça a l'air de se voir, on a une domination et cetera, est-ce qu'on perçoit, est-ce qu'on a accès au plus de réel possible? Sensiblement non, j'ai envie de dire non. Donc les objets ne possèdent pas intrinsèquement de couleur, simplement que le signal qu'ils émettent à notre cerveau, réfléchit certaines, du coup, longueurs d'onde lumineuses et le cerveau interprète ces signaux comme, rouge, bleu, jaune. Un objet, tant qu'il y a pas d'observateur, c'est un objet. Il y a pas d'adjectif. Il est pas grand, il est pas beau, il est pas bleu, il est pas bruyant, il est pas rien de tout ça. Donc c'est juste une traduction neurologique au final, pas une propriété réellement objective. Donc je vais dégager juste, le partage. La réalité fonctionne donc comme un rêve, parce que dans un rêve et c'est là où on commence un peu à fucked up. Rappelez-vous, quand vous rêvez, vous revenez à la réalité. Ce court laps de temps où vous sentiez les sensations, vous sentiez les émotions et d'un coup vous réveillez. Vous aviez aucune foutue idée une seconde avant, quoi. Enfin, c'était très concret pour vous. Alors, c'est une expérience légèrement altérée. C'est vrai qu'on n'a pas tous accès à la même qualité de rêve. Il y a des gens qui sont vraiment très, très présents, très ancrés dans leurs rêves et il y a des gens qui sont vraiment très, très déracinés. Encore une fois, qu'est-ce qu'on en sait que c'est pas une réalité altérée qu'on est en train de vivre et que là, la seconde d'après, si on se réveillait, bah, qu'on serait dans une réalité encore plus précise, encore, ou différente et qu'on se dirait: «Ah bah non, en effet, c'était pas du tout la réalité ce qu'on vient de vivre». Bah oui, non, la réalité, c'est ce qu'on est en train de vivre là quand on se rappelle que c'était un rêve. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Inception, mais c'est tout le concept, quoi. On va faire un rêve dans un rêve. Je pose ça là, c'est ce petit laps où on se rappelle que: «Ah oui, c'était un rêve». Bah, qu'est-ce qu'on en sait tant qu'on s'est pas réveillé? Donc on n'a pas vécu une autre réalité, donc éveillé encore une fois, que cette réalité-là n'est pas un rêve. Je sais pas, essayez de mourir, vous verrez. Ou essayez de vivre une near death experience, ou essayez de vivre un état de conscience altéré qui
permet du coup l'éveil, comme le l'ascétisme, le jeûne long, heu, j'ai pas envie de le dire, mais ça fait partie du panel parce que c'est dangereux quand même, les psychédéliques. Tout esprit, qui n'est pas préparé, mais pour n'importe quelle expérience d'éveil, tout esprit non préparé, va prendre un coup dans la gueule, mais juste que les psychédéliques accélèrent le processus et peuvent le faire venir plus vite que prévu, du moins plus intense. Peut-être que ça n'arrivera pas à la personne qui n'est pas prête pour le recevoir. J'ai déjà des expériences, comparables. D'ailleurs, si vous pouvez vous faire accompagner par un expérimenté, si jamais vous voulez faire ça, c'est le mieux. Après, si vous êtes un taré comme moi, vous voulez le faire tout seul avec un masque sur les yeux et c'est ce qu'il y a de mieux à faire et vous prenez la dose maximale et en fait, c'est fini, en fait. Vous avez plus jamais de problème de votre vie parce que tout est résolu, en fait. Vous avez connu, l'absolu en direct. Mais encore une fois, c'est pas sûr de s'en remettre. C'est pas sûr. C'est un peu, on lance la pièce et le fameux, on espère qu'elle va tomber d'un côté ou de l'autre, pendant qu'elle est en l'air. Pourquoi on l'a lancée alors? Voilà. Donc finalement, Socrate avait raison. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ah oui. Et là, on pourrait débarquer avec, Descartes, je crois, qui dit: «Je pense donc je suis». Avec le développement préalable, d'un coup, ça paraît très faible. Ça paraît très faible. Il y avait, je sais plus qui, un autre de ces philosophes là qui disait, «Je préfère trouver une seule certitude causale que devenir le roi des Perses». En réalité, moi aussi, hein, réellement, vraiment. Même le roi du monde, je préfère trouver une certitude causale, hein, vraiment. Donc, les sensations semblent réelles dans les rêves, les événements paraissent cohérents, pourtant tout est généré par l'esprit. On y revient. Notre réalité éveillée fonctionne de manière similaire. Une simulation construite par la conscience. J'ai apporté assez de briques avant, je pense, pour que là, je ne dois pas passer trop de temps. La physique quantique et le rôle de l'observateur. J'introduis l'expérience de la double fente de Jung, donc pas Carl Jung pour le coup, juste un chercheur. Cette expérience, le but c'était de montrer que l'observateur influence la réalité observée. Et là, elle est dingue parce que tout ce dont je vous parle depuis toujours, je pense que ça va faire sens, à moins que vous l'ayez déjà vu et que du coup, bah, ça fasse pas sens, plus que ça parce que, bah, c'était déjà quelque chose de classifié pour vous. Mais en gros, il y a ça qui s'est produit. On a envoyé donc je ne saurais pas vous expliquer la troisième partie, donc on va se concentrer essentiellement sur les 2 qui sont là, la A et la B. Donc ça balance depuis un émetteur 2 types de choses. Hem, alors non, pas 2 types de choses, du coup, c'est ça qui est assez fou. Ça balance des ondes et il y a 2 fentes. Une fente, 2 fentes, une fente, 2 fentes. Donc censément, si on balance, du coup, bah, des particules, donc oui, OK. En fait, ça balance des particules. Bref, vous irez chercher le détail, j'en ai rien à foutre. Je suis pas un scientifique, j'utilise juste la science pour avancer les propos. Après les zététiciens iront faire leurs recherches de leur côté, j'ai pas le glucose à dépenser pour ça. Je suis plus, en train d'essayer d'exploser ma réalité plus que, d'essayer de trouver des explications rationnelles plafonnées. Mais bon, les zététiciens seront dégoûtés et m'en voudront terriblement parce qu'ils s'identifient encore une fois à leur scientisme et vivent le trou intérieur et le vide de soi, le point d'interrogation initial, le, quand on leur enlève ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc en gros, il y a un truc qui passe à travers les 2 trous qui sont là. Il y a un truc qui passe, des ondes, des particules, on s'en fout. C'est la même chose. En tout cas, c'est la même émission initiale et elle va prendre 2 formes différentes en fonction de si on met un observateur ou pas. Et là, c'est pour ça qu'il est pourri ce schéma, je sais pas pourquoi il est fait comme ça. Il y a pas l'observateur. Donc en gros, ça balance les ondes. Il y a pas d'observateur. Ça se comporte comme des ondes, donc ça passe à travers le mur, donc ça passe pas à travers juste les 2 fentes qui sont là et on le voit. Sur, l'écran là qui est derrière, on reçoit ça. Donc des impressions comme si c'était, bah, bel et bien des ondes. Sauf que quand on positionne un observateur, qu'est-ce qui se passe avec cette expérience? Bah, d'un coup, ce qu'on balançait et qui n'a pas changé, qui est toujours la même chose, se comporte comme des molécules, des particules et donc ne passe que à travers les 2 fentes. Le reste va rester là et du coup, bah, sur le screen, sur l'écran derrière, on va retrouver ça, des empreintes qui passent à travers les fentes uniquement. La seule différence, c'est qu'on a positionné un observateur. Donc tout est onde avant observation et tout devient particule après observation. Et ça, c'est assez fou parce que ça nous montre, encore une fois, le caractère mental de la réalité et ah putain, c'est trop chiant ça. Et du coup, le caractère mental de la réalité qui est du coup, bah,
enfin, je vous l'ai dit, moi, au début, je sais pas si ça vous fait, mais je sais pas si c'est la première fois que vous entendez ça, mais moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, ça m'a explosé le cerveau. Enfin, je me suis dit: «Comment ça, une propriété physique, hein, quelque chose d'assez concret». J'étais rationnel plafonné à l'époque, donc ça m'a choqué et j'étais très, très scientifique. Vraiment, je passais beaucoup de temps à lire les études, ça me parlait. C'est pour ça qu'il y a un vrai refus maintenant que vous entendez dans mes paroles de cette méthodologie. J'ai plus assez de glucose, j'ai déjà perdu trop de temps avec ces conneries, en fait. Enfin, conneries, encore une fois, c'est la base pour accéder à de la connaissance, hein. C'est juste que maintenant que je vais au-delà, bah, je prends la conclusion, qu'elle soit fausse ou vraie, je préférerais toujours un bon placebo qui m'emmène vers mon objectif que, une vérité causale, encore une fois, qui n'existe pas. Ça va me pétait les yeux ce projecteur, je le sens bien. Donc, on a cette expérience qui, pour le coup, moi, me suffit en tant que vérité causale pour avancer tout mon propos. Vous, encore une fois, je vous laisse la balle dans votre camp, vous en faites ce que vous voulez, mais je peux avancer avec ça dans mon propos sans que grand monde vienne m'embêter. Hem, Cette expérience, du coup, nous montre que les particules peuvent se comporter comme ondes ou particules et que leur comportement change uniquement lorsqu'elles sont observées. Donc l'observateur influence bel et bien la réalité physique et la conscience semble jouer un rôle actif dans la manifestation du monde. 6, la réalité est une interprétation électrique. Donc ça, on en a beaucoup parlé. Les sens captent, par rapport aux couleurs avant, des stimuli physiques, donc lumière, son, vibration, et ces stimuli sont transformés en signaux électriques au niveau du cerveau. Le cerveau reconstruit ensuite une expérience subjective appelée réalité et là, j'aimerais introduire une petite notion là que j'avais pas notée. Il y a ces expériences-là où on couvre une part du champ visuel de la personne, où une personne perd, un peu de ses fonctions, au niveau de l'œil et en fait, le cerveau va reconstruire cet endroit. Donc, la personne ne va pas voir un trou au milieu de son œil comme ça parce qu'il manque un peu des cellules. Bah, non. Le cerveau va reconstruire une forme de cohérence parce que, bah, dans tous les cas, il bouge en temps réel, donc il peut à peu près imaginer comme, un peu, une image, holographique qu'on reconstruirait, comme avec de l'IA ou ceux qui ont déjà fait un peu de design, bah, vous savez, il y a ces brosses là, magiques là, où on vient récupérer un peu des pixels qui étaient à côté et ça donne une sensation de cohérence. Donc là, encore une fois, est-ce qu'on perçoit la réalité? Absolument pas, absolument pas. Notre cerveau est capable de faire des reconstructions en temps réel et de pas mettre un trou. Donc la réalité quelque part, on est d'accord sur la réalité que quand on est 2 à observer la même chose. Je vous mets ce truc de l'expérience d'OVNI là. Vous voyez un OVNI tout seul, vous êtes le fou du village, vous en parlez à personne. Vous voyez un OVNI à 2, vous montez à la mairie direct, vous en parlez à tout le monde, vous ça y est, on est 2 à l'avoir perçu, donc c'est réel. À partir du moment où il y a quelqu'un pour confirmer votre réalité, et c'est encore une fois, là je reviens à l'argument de la cristallisation de l'inconscient collectif, si on voit tous la même chose, c'est que c'est la réalité. Bah, non, pas forcément, c'est faible, c'est très faible. On peut démonter ça de 1000 façons scientifiquement parlant. J'ai pas le glucose pour ça, ni les recherches derrière, mais c'est possible. J'ai déjà écouté des gens le faire pendant des heures et c'est très passionnant. Vous allez voir la chaîne de Bhaskar, Hypnomachie, c'est exceptionnel. Nous ne percevons jamais la réalité directement, nous percevons juste une simulation neurologique, encore une fois, une matrice préconstruite par l'engin extrêmement puissant qu'est notre cerveau pour faire ça, en temps réel et à une telle fréquence, en fait, c'est comme si vous aviez un film, mais pas en 30 FPS, pas en 60, en 1 million de frames par seconde, en fait. Plein, plein, plein de petites frames hyper accolées qui créent la réalité et c'est tellement fluide, on voit jamais de bug, donc on y croit vraiment. Parce que regardez un film, vous êtes hyper immergé quand vous regardez un film, vous êtes à fond dedans, il y a des sons, plus vous êtes, dans une salle de cinéma, il y a du Dolby Stereo Surround machin, nanani, home cinéma truc, vous êtes dedans. Mais si d'un coup il y a un dedans, ah vous sortez là, c'est plus non, c'est plus mon réel là, je vis plus les émotions, je crois plus aux personnages. Donc imaginez si maintenant il y avait un on y retournerait pour le fun, mais on n'y croirait plus, hein. On n'y croirait plus du tout et c'est ça l'éveil spirituel. C'est un crash. C'est c c'est une perte de contact avec le réel. Donc là, encore une fois, je réintroduis les notions, assez, non, je les réintroduis pas en fait, je les introduis seulement, c'est juste dans ma tête qu'elles sont déjà introduites. Mais j'introduis la notion, très concrète de, celui qui est en psychose, c'est celui qui perd contact avec le réel.
C'est ça la définition, hein. Moi, je vais la redéfinir. Celui qui est en psychose, c'est celui qui n'est pas en contact avec le même réel que la culture commune et qu'on veut réintroduire dans la culture commune parce que ça nous fait trop ça peut nous faire du mal, ça enfin, bref, ça psychiquement comme physiquement, ça nous dérange, donc on va le faire rentrer dans notre giron. Il est dangereux pour lui et pour les autres. Il y a des cultures où on laisse les psychotiques tranquilles et même on leur donne un rang très élevé dans la société de chaman. C'est ce qui s'est toujours passé jusqu'à ce qu'on fonctionne, avec l'ère moderne. Le psychotique de la culture, c'est celui qui va fédérer les névrosés, par sa fonction de psychotique. Il va prendre tous les mots, toutes les choses perçues par les névrosés, donc là, au sens, psychanalytique lacanien du terme, hein, si jamais vous voulez, chercher, de ce côté-là, qui va récupérer tous les névrosés, heu et récupérer toutes leurs pertes de sens avec le réel et les intégrer dans sa culture à lui de psychotique et va leur proposer une narration qui ne fonctionne que dans son giron, mais qui va apaiser les névrosés pour dire: «OK, ça a une cohérence dans un certain aspect. OK, ça va, c'est pas fou ce que je vis, je peux continuer ma vie tranquille du coup? Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Hop, une petite onction, un peu d'eau bénite, machin nanani, c'est réglé». C'est juste ça, hein. C'est juste ça, hein, les psychotiques, hein, au final, hein. Et on leur donne d'ailleurs pas mal de pouvoir dans certaines cultures et d'ailleurs ces pouvoirs bizarrement ont une forme de réalité dans la réalité des névrosés, comme par exemple, ce rite-là dans je ne sais quelle tribu. Encore une fois, je vous laisserai faire vos recherches. Je suis pas du tout, une banque d'informations. J'ai une mémoire très, très faible parce que j'ai fumé entre 5 à 10 joints par jour entre mes 13 et mes 16 ans, et bu beaucoup d'alcool également. Donc et j'ai peut-être pas un QI si haut que ça. Peut-être que je me mens un peu à moi-même, faudrait que je fasse un test un jour. Donc je sais pas s'il y a corrélation entre QI et mémoire. D'ailleurs, je m'en fous, Aliénor, tu pas obligé de l'écrire. Parce qu'Aliénor, je sais qu'elle sait. Donc, cette expérience assez dingue où un chaman, a commencé à hypnotiser un peu sa tribu, une cérémonie acceptée socialement par tout le monde, les a fait devenir des sangliers, à tel point tu m'as coupé l'herbe, bah oui, je savais qu'Aliénor, elle allait écrire un truc. Où les a fait devenir des sangliers, donc psychiquement, à tel point que ces sangliers sont partis, du coup, manger des choses de sanglier, donc des racines de manioc, je crois, qui sont toxiques et mortelles pour l'homme. Ces gens-là sont toujours des humains, hein. On n'est pas dans un monde fantastique, hein. Il les a juste hypnotisés, en fait. Ils sont pas morts, parce que c'était des sangliers, psychiquement, à ce moment-là. Et que leur conception, leur inconscient, le sanglier, ça meurt pas quand ça mange ça. Donc, le mental crée la réalité, l'organisme s'adapte en temps réel. Ça peut paraître lunaire parce qu'il y a les mots chaman. Je vais vous donner un exemple très rationnel, très occidental, très «Ah la science, les titres» et cetera. C'est de la chirurgie. Ah! Ça on aime bien. C'est de là tout de suite, un peu de certitude, merci. Pas du tout! Vous avez rien compris ou quoi? Non mais je dis ça parce que c'est ce que je vis en temps réel, moi aussi à l'intérieur, hein, donc je me parle à moi-même, les gens ne parlent toujours que d'eux-mêmes, hein. Hem Les chirurgiens, donc les anesthésistes qui essayent d'endormir les gens sous troubles dissociatifs de l'identité, et qui savent en effet, qui ont une bonne connaissance du patient, donc je pense qu'il y a un procédé avant, chez les gens qui sont formés pour le sujet, adaptent la dose en fonction de l'alter, donc l'alter, c'est la part de conscience qui prend le dessus, à ce moment-là, adapte la dose en fonction de l'alter qui est à la conscience. Donc si c'est un alter qui se considère comme un enfant, une simple dose d'anesthésiant pour enfant suffira à faire l'anesthésie générale et à opérer derrière. Si c'est un alter qui a une corpulence robuste dans sa psyché, donc là, ça il lui faudrait une grosse dose. Donc là, ça pose la question, hein, de tous ces gens qui se pensent, d'un autre sexe, de tous ces gens qui se pensent, un animal, une autre race et cetera. Alors ça pose la question sous plein d'angles, hein, ça pose la question. Je vais en donner 2 qui sont rigolos, par exemple. Ça pose la question de: «Est-ce que c'est vrai?» Donc vrai, encore une fois, vous allez explorer le thème comme vous voulez. Est-ce que c'est vrai au sens où, est-ce qu'ils sont en trouble dissociatif de l'identité? Est-ce que, du coup, on est en train de généraliser, dans la culture commune, du coup, l'acceptation du trouble dissociatif de l'identité? Donc ça,
Ça va, c'est cool dit comme ça, mais est-ce qu'on est en train du coup de favoriser l'apparition de troubles dissociatifs de l'identité versus, le fait de réunifier les gens en une seule identité stable, cohérente et depuis laquelle ils peuvent ensuite aller voir d'autres pans du réel qui risqueraient de les fractionner s'ils allaient les voir depuis un état trop instable et trop fragile, mais qui, une fois unifiés, rajoutent à leur connaissance et à leur conceptualisation du monde. Ça, c'est des pistes de réflexion qui sont très, très intéressantes, très riches, je pense, que jamais, ne recevra 1 million de vues sur TikTok. Hem, voilà, je me suis extrêmement perdu, mais ça relie super bien, je me suis pas perdu du tout, en fait, le sujet, c'est tout est mental. Le sujet, c'est tout est mental et de toute façon, se perdre, encore une fois, enfin, c'est une drôle de question. Hem, donc une image fixe peut sembler bouger, les illusions sensorielles, voilà, tout ça, c'est je vous mets ça, mais vous avez bien compris, je vais vous le prouver, juste le faire rentrer hypnotiquement dans votre psyché, en fait, hein, par 1000 façons différentes. À la fin de la fin, vous croirez ce que vous voulez. Voilà, vous la connaissez probablement tous celle-là. Bon là, c'est un peu pété, quoique. Oui, oui, faut regarder le ouais, c'est un peu pété. Vous irez le voir de votre côté, vous savez très bien que ça marche sous certains aspects. Il y a un musée pour ça, le musée de l'illusion d'optique à Bordeaux. Je me suis régalé là-bas d'ailleurs, ça apprend énormément sur le mental. Donc les illusions d'optique montrent que le cerveau peut interpréter incorrectement les informations sensorielles. On y revient toujours, toujours avec plein d'exemples différents. Une image peut sembler bouger, les lignes parallèles peuvent sembler courbées. Bref, la perception visuelle est malléable et construite par le cerveau. Les interfaces cerveau-machine. Ah, très intéressant ça. On peut contrôler le réel sans bouger, sur base de signaux électriques qui proviennent de notre cerveau. Signal électrique qui passe dans une interface et donc la machine bouge. Bah, en fait, c'est ce qui se passe avec notre corps en temps réel. Juste que vu que c'est notre corps, on s'y est identifié et on croit pas que c'est une machine à notre service. Eh si, le corps est la machine au service de la conscience qui la traverse. Bah, je sais pas, allez étudier la démonologie par exemple. Et là, vous comprendrez en fait que le corps est une machine, au service de ce qui la traverse. Parce que quand vous voyez des gens faire, vous remettez un peu en question. Quand vous voyez des gens changer de voix, mais pas du genre, «Oh si j'essayais d'imiter» et genre ils se sont entraînés pendant 10 ans pour réussir à avoir ça. Deus ex machina, parfaitement, je pense que ça fera sens pour tout le monde, pas moi parce que c'est un concept que j'ai jamais réussi à comprendre. Faudrait d'ailleurs que je le creuse, mais je suis persuadé, quand j'ai vu ces concepts, je me suis dit: «Ah, ça a l'air super cohérent», juste moi, je sais pas, ça rentre pas dans mon paradigme, je sais pas pourquoi. Faudrait que je me penche dessus, c'est peut-être une part de mon ombre qu'il faut que je révèle, c'est intéressant. Hem, donc voilà, en fait, go étudier la démonologie, go étudier, tous ces cas-là où on a une conscience pas bien installée dans le corps et bah, du coup, il y a quelque chose d'autre qui vient utiliser la machine à disposition. Encore une fois, le c'est juste parce qu'on est en décalé, en fait. Quand on dit interface cerveau-machine, ah OK, ah si c'est à l'extérieur, ça va. Mais nous, notre ego parfaitement installé ne veut pas du tout croire que le corps est une machine à disposition de la conscience qui la traverse. Non, les 2 c'est ensemble. Non, non, non. Oui, c'est ensemble et non, c'est pas ensemble aussi. C'est aussi des choses très différentes. Hem Vous le comprendrez très bien le jour où ça vous prendra, si ça arrive un jour dans votre parcours de vie, de passer 24 heures, dans le noir, en privation sensorielle, sans écouter, sans manger, sans en faisant rien du tout. Hem, Vous verrez que la sensation de reconnexion avec le corps, d'un coup, c'est très particulier. On sent que c'est quelque chose, qui peut avoir une distance avec la perception, avec la conscience qui nous traverse. La démonologie en complément de la théologie, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, n'allez pas étudier ces sujets si vous n'êtes pas correctement installé avec une verticalité, un papa, un absolu, quelque chose qui vous tient. Parce que sinon, en effet, il y a des risques que d'autres choses s'invitent, bien entendu. Parce que si vous y donnez du crédit, donc de l'énergie, donc de la conscience, ça existe. Ça existe à partir du moment où vous le faites rentrer dans votre paradigme. Moi, je peux vous en parler parce que Je alors,
Si j'étais dans un paradigme médiumnique et cetera, je vous dirais: «Depuis tout petit, je suis sensible à ça, j'entends des choses, je ressens nani». C'est pas mon paradigme, donc je parle pas comme ça, mais c'est exactement ce qui se passerait si c'était mon paradigme. Hem, j Des fois, je prends des coups de chaud, je peux pas regarder un film d'horreur. Des fois, je prends des coups de chaud et je vais dormir et je me mets sous la couette. Je peux pas regarder un film d'horreur, c'est impossible. Là, d'en parler, je suis en train d'imaginer un truc qui apparaît derrière moi et ça me fait flipper, mais de fou. Là, je suis en train de commencer à perdre ma conscience, donc je vais tout de suite revenir et au pire, ça peut apparaître. Vas-y, apparaît si tu là. OK, c'est pas là. Tant pis. Et du coup, hem, donc je on peut se couper de ça. On peut se couper de ça. Exactement, ça n'existe que si tu accordes de l'intérêt et on peut se couper de ça et vivre une vie où ça n'existe pas. On peut vivre une vie où ça n'existe pas, on peut vivre une vie où ça existe. Encore une fois, tout est mental. Il peut se réaliser tout un tas de choses dans votre vie. En fait, c'est ça le message de la vidéo. Mais ça va dépendre de, encore une fois, la guerre cognitive, la guerre de l'attention. Où est-ce que vous allez la mettre? Aujourd'hui, vous décidez de passer, je sais pas combien de temps là, déjà 1 heure avec moi à écouter ça. Ça vient aussi du paradigme dans lequel j'ai été éduqué. Je suis ton antithèse alors parce que moi ça me passionne. Et oui, mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. Ça, c'est très passionnant, ça moi je dis pas le contraire. Juste que c'est flippant et comme plein de choses qu'on aborde ici, il y a plein de gens qui n'auront jamais le courage d'aller voir ce qui se passe là de ce côté. Parce que à l'intérieur, ça doit être sacrément stable venir gérer ça. Donc encore une fois, on revient à ce problème de enfin ce sujet de tout est mental. C'est éternel, hein, et ça suit, mais dans tous les aspects, quoi. Et c'est ça qui est génial avec ces 7 lois, hein. Vous allez le voir sur les 6 autres lois qu'on va voir les semaines prochaines. C'est que ça transparaît dans tout. Là, pendant 2 ans, j'avais un mental d'entrepreneur, donc je m'étais conditionné dans une petite boîte et cetera, donc je faisais beaucoup plus d'argent. Ah oui, je faisais beaucoup plus d'argent, ça c'est clair. Là, depuis quelques mois, j'ai un mental, d'expert en potentiel humain. Je me suis remis dans une petite boîte comme ça, donc j'essaye d'avoir quand même, une pleine conscience au-dessus de ça et de comprendre que c'est un personnage que j'incarne et cetera. Je deviens extrêmement, je suis capable de faire des liens entre tout. Bah, vous voyez bien dans ces lives, en fait, avant le live, honnêtement, j'ai aucune idée de comment je vais réussir à animer ça et à faire en sorte que ce soit intéressant et qu'en effet, je fasse péter des barrières mentales et cetera. Tout est mental. On y revient. Voilà, là, j'ai fait le travail que j'aime bien faire, qui valide le fait que j'ai fait correctement les choses. J'ai mis ma peau en jeu, j'ai mouillé le maillot. Ça y est, je vous ai parlé de moi là, pareil, avec, tout ce qui est démons, tout ça, machin. Ah, j'ai mouillé le maillot. Donc ça devient beaucoup plus réel tout de suite. Donc ça se transmet mieux. Un jour, on fera ça en mode séminaire, ce sera cool, on se rendra des week-ends et tout, et je présenterai des trucs de malade comme ça, ce sera cool. Et même vous, si vous voulez présenter des trucs, ce serait cool. L'univers comme hologramme de conscience, je vais pas rentrer, on a fait tellement d'exemples, mais là, si vous voulez, je vous envoie, il y a des dossiers de la CIA qui disent qu'en gros, la réalité pourrait fonctionner comme un hologramme de l'information et de la conscience. Encore une fois, quelle valence, quelle représentation on met derrière le mot hologramme? C'est toujours la question. Hem, Maintenant, c'est vrai que moi, pendant certains propos de cette présentation, je me suis vu, voir les choses comme un hologramme, ouais. C'est ça semble cohérent sous certains aspects. Un hologramme très bien fait, en très haute définition, encore une fois, avec une framerate hyper élevée, mais un hologramme quand même. D'ailleurs, quand on accède à certains niveaux d'ésotérisme, d'herméneutique, de lecture des textes, on se rend compte que dans toutes les traditions, c'est un petit peu ça ce qui est communiqué, qui est subcommuniqué sous les mots, avec une autre lecture du coup, avec, une, une autre association derrière chaque mot. Quand on entend Jésus, on entend autre chose. Quand on entend femme, on entend autre chose. Quand on entend homme, on entend autre chose. Quand on entend Dieu, on entend autre chose. Voilà, derrière chaque mot, c'est un vrai travail au début, hein, de recalibrer son cerveau pour lire le texte de cette façon. Mais une fois que c'est fait, c'est un vrai petit plaisir, ça devient une nouvelle petite passion, c'est rigolo. Donc voilà, je vous enverrai les documents là de la CIA si vous voulez, c'est passionnant.
Je regarde juste, cerveau machine, nanani, bref. OK. J'ai rien à vous montrer de ce côté. Je vais vous diffuser quelque chose de très, très, très passionnant, un extrait de Matrix, qui démonte complètement, mais complètement le principe de réalité. Surtout si vous avez déjà vu le film. Alors là, c'est ça va encore plus vous parler. Vous allez voir, c'est très, très sympa. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement. Je reviens direct dessus parce que j'ai déjà un truc à dire là-dessus. Là, le vide dans lequel est, Morpheus, c'est clairement ce qu'on pourrait apparenter à ce qu'il y a avant. Donc là, ça prend une forme blanche, parce qu'on ne peut pas le représenter autrement visuellement que sinon une forme noire, mais heu, quand il n'y a rien, quand il n'y a personne pour percevoir, quand on est tout, quand on est unifié, quand on est un. Et là, d'un coup, apparaissent des personnages. D'un coup, il y a une dualité. D'un coup, il y a et le vide et les personnages. Et la conscience qui traverse ces personnages est bien plus qu'une dualité, et cetera. Trialité, quadrilité, voilà, voilà. Ça représente énormément, énormément ce qui peut se passer, je pense, dans, enfin, le mieux qu'on puisse conceptualiser en tant que cerveau humain, ce qui peut se passer dans l'avant ou l'après vie humaine ou du moins, désincarnation complète de tout humain, possible sur cette terre. Après le débat de est-ce que les animaux font partie également, ont de la conscience et cetera, bref, on s'en Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Il y a quelque chose de super intéressant qui a été dit, une représentation mentale de ton moi digital. L'homme est à l'image de Dieu, comme on dit. Pourquoi? Pas parce qu'il lui ressemble ou quoi que ce soit et du coup c'est un barbu dans le ciel. Encore une fois, c'est un truc pour nous perdre ça. C'est on peut passer une vie comme ça à se perdre dans des phrases comme ça, hein. Mais la réalité, c'est que là, l'homme est à l'image de Dieu, l'homme est juste l'image. L'image, la seule représentation possible de Dieu. Pourquoi on va pas représenter Dieu? Parce que c'est impossible, ça sert à rien et on va se perdre encore une fois. L'image de Dieu sur terre, l'image du tout, de l'entièreté, c'est nous. Pas, «Ah là, je lui ressemble un peu, non, nous tous. C'est la seule représentation visuelle possible de quelque chose qui n'a pas de représentation visuelle. Sa création et tout, d'ailleurs, pas que l'homme, en fait. Tout le monde qui a été créé. Alors après, bon, il y a des théories selon où vous vous positionnez dans la gnose qui dirait que l'homme, c'est la seule création de Dieu et du coup, le monde, le reste, c'est le démiurge, c'est un sous-dieu et cetera. On s'en fout. D'où émane le démiurge si ce n'est de Dieu? Tout vient de Dieu à la base parce que Dieu est le tout, donc il englobe tout, même son opposant. À partir du moment où il a dû se scinder, il a gardé certaines compétences et qualités et il en a donné certaines autres. Ça a fait le bien, le mal et de là, tout s'est créé et cetera. Bref, 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 bref. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Donc là, on pourra noter le procédé hypnotique, employé par Morpheus, hein, qui prétend avoir accès au réel, tandis que il était même lui-même endormi et hypnotisé pendant toute sa vie. C'est quand même, une forme de prétention, hein, bien sûr. Il a plus accès au réel que Neo dans le sens où il a la méta-réalité qui régissait la sous-réalité, précédente, mais encore une fois, il a aucune foutue idée de s'il va pas se réveiller demain dans une autre, méta-réalité et encore,
devoir expliquer à les gens qui viennent de cette réalité-là, là, tu vois, c'était pas le réel, là, c'est le réel cette fois, et cetera, et cetera. Ex nihilo nihil. Rien ne peut se créer à partir de rien, donc l'univers a forcément un créateur. Théorie de la relativité du temps et de l'espace. Exactement. Il y a eu une super vidéo là-dessus aussi à vous proposer, que j'ai vue il y a 3 jours, qui m'a été envoyée par ma chérie, qui invalide le Big Bang comme, une simple explosion, apparition, mais plus comme un rebond d'un univers qui serait contracté et qui maintenant s'étend et qui va se recontracter pour refaire un rebond, un peu comme un reset, c'est assez intéressant. Donc oui, il y a forcément quelque chose avant le Big Bang et pas juste le rien, mais le rien, c'est une chose en soi, en fait. Dès que tu veux rentrer dans la conceptualisation de quelque chose, tu es en train d'en faire une chose, donc. Bienvenue dans le désert du réel. Nous disposons uniquement d'informations fragmentaires, mais nous avons une certitude. C'est qu'à un moment donné, à l'orée du XXIe siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA. L'IA? Tu veux dire l'intelligence artificielle? Une conscience unique qui s'est répandue dans toute une génération de machines. Nous ignorons qui a frappé le premier. Donc là, on pourra noter le caractère, presque prophétique, hein, du film Matrix, hein, qui est sorti, je crois, dans les années 90. Des choses qui étaient inconceptualisables à l'époque par les gens qui vivaient, qui avaient entre 20 et 40 ans à cette époque-là, hein. C Quelqu'un qui vivait dans la réalité du monde en 90 ne pouvait pas, par la matrice mentale extérieure, les informations qu'il recevait, le niveau d'accès qu'il avait à l'information, à part un érudit qui avait poncé toutes les bibliothèques toute sa vie et du coup, comment il mangeait, on ne sait pas. Peut-être qu'il faisait la manche et cetera. Hem, Aujourd'hui, avec le niveau d'accès, enfin, vous voyez bien, enfin, moi personnellement à 26 ans, j'ai déjà engrangé une quantité de savoir qui aurait mis une vie à quelqu'un il y a un siècle, quoi. Enfin, c'est énorme. Mais quelqu'un qui vivait dans les années 90, donc émergence à peine d'internet et cetera, comment il aurait pu en arriver à un niveau de savoir comme ça pour prédire l'émergence de choses qui allaient arriver dans 30 ans? C'est Et en faire un film aussi abouti, enfin, je veux dire, soit c'est un chercheur fou et du coup, il a pas d'accès, à la finance et bon, je coupe le réel en 2, vous voyez bien le procédé hypnotique, hein. Du coup, il a pas accès à des moyens financiers pour, en effet, faire en sorte de faire un gros, blockbuster. Soit c'est un mec qui maîtrise bien la matière et du coup, qui fait plein de trucs dans le réel et du coup, qui a pas trop le temps à aller chercher ces connaissances-là et au bout d'un moment, moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Enfin, je sais pas, on est quand même sur un fil là, c'est unique quoi. Enfin, il y a un bug dans la matrice à mon sens là. Je sais pas, vous en dites ce que vous voulez, mais Nous ou elle. Mais nous savons que c'est l'humanité qui a assombri le ciel. À l'époque, seul le soleil alimentait les batteries, et les hommes pensaient qu'en fait les machines ne seraient pas capables de survivre, privées d'une énergie au moins aussi abondante que le soleil. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs néo, des champs à perte de vue, où les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Des années durant, j'ai refusé d'y croire. Et puis j'ai vu ces champs de mes propres yeux. Je les ai vus liquéfier les morts pour en nourrir les vivants par intraveineuse. Et ce jour-là, devant l'horreur bien réelle d'une telle précision, j'ai fini par admettre l'évidence de la vérité. Qu'est-ce que la matrice? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. vous voyez un peu le surtout après le propos préliminaire d'1 heure, 13, comme cette scène devient d'un coup très, très lisible. On a par exemple, ce qui a été dit à un moment, juste avant là, j'ai pas voulu remettre pause pour revenir. Hem
En fait, Morpheus disait: «Il n'a pas voulu croire avant qu'il l'ait vu de ses propres yeux». Donc en fait, c'est un choc tel de voir la réalité objective face à nos yeux, de voir l'envers du décor de la matrice, biologique que nous avons dans notre corps qui nous fait percevoir le monde. Je je fais ce mouvement de main là parce qu'il y a un épisode dans le film Lucy aussi où d'un coup elle est capable, elle est tellement déconditionnée et tellement à l'aise avec ça qu'elle est capable de transformer sa main en temps réel. Parce qu'elle a accès à l'absolu, à 100 de son cerveau, donc 100 la totalité et cetera. Elle est redevenue Dieu, en gros. Hem, on ne peut pas croire tant qu'on n'a pas vu. On ne peut pas croire tant qu'on n'a pas vu, donc tout ce que je fais là, c'est juste, en fait, de la préparation au fait de voir. Parce que quand on voit, c'est un choc, il faut y avoir été préparé, sinon ça nous déstabilise, ils le disent, hein, enfin Neo là, il est choqué, Morpheus, il a été choqué et tous les gens qui ont eu accès à des expériences psychédéliques trop intenses ont été choqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en contact avec Dieu trop tôt, sans préparation, parce qu'ils ont consommé sous des acceptions, festives. Ils ont utilisé cet accélérateur pour ne pas avoir à faire les 10 ans de méditation, qu'il y avait derrière, et cetera et cetera, voilà. Donc au final, vous pourrez jamais y croire réellement tant que vous l'aurez pas vu et c'est pour ça que dans toutes les traditions, on parle de la vérité avec un grand V, parce que tous les initiés se comprennent sur ce qu'ils ont vu et utilisent des mots similaires, du genre «It is that it is», «Cela est», «I am that I am», des choses très, très simples, hein, comme ça, mais qui ont une résonance toute particulière quand on a vécu l'expérience de dissolution de l'ego, qui peut encore une fois s'atteindre par plein de façons différentes: respiration, privation sensorielle, jeûne, ascèse, hem, psychédélique, et cetera. Il doit y en avoir d'autres, enfin, même dans certaines formes de sport extrêmes et cetera. Toute pratique en fait, un peu partout, hein, toute pratique a son niveau ésotérique, un maçon, franc-maçon, par exemple, peut vivre dans sa maçonnerie, et ou sa franc-maçonnerie, peu importe, hein, pour revenir à un mec qui pose des briques sur un mur, peut vivre l'ésotérisme, si tant est qu'il est assez d'abstraction. Quand je travaillais à Peugeot, je montais des voitures à la chaîne, je mettais des sièges dans les voitures et je vivais des moments de grâce par moment, quand je me rendais compte de la relation sujet-objet, de l'expérience que j'étais en train de co-créer et cetera. Même si je mettais pas ces mots-là et je le vivais pas exactement de cette façon à l'époque. Je termine brièvement parce que là, il est le grand temps de terminer avec une liste. Je vais pas lire tout, mais c'est encore pour rajouter de la matière sur le tout est mental. Les biais de perception, donc toutes les recherches nous montrent ça, nos croyances façonnent notre perception du monde, le pouvoir créateur de l'esprit, donc les idées précèdent toujours les innovations, le fameux eureka: «Ah eureka!» et d'un coup le monde change. C'est venu de là, ça boum. OK. Les pensées, donc se concrétisent en plans concrets, des technologies et cetera, smartphones, avions, tout ça, ça pop à un moment, donc pas forcément en eureka, peut-être un processus un peu plus long terme, mais au bout d'un moment, c'est sorti du mental, ça s'est concrétisé dans la matière. Il y a toujours un délai d'ailleurs entre, ce que vous commencez à imprimer dans votre mental et ce qui se passe dans le monde réel, mais la réalité se crée toujours à partir de votre mental, tout est mental, encore une fois. La visualisation créatrice, donc les athlètes de haut niveau, ça je l'ai employé un tas et tas de fois sur des tas et des tas d'épreuves différentes. Plus tu visualises, plus tu passes ta journée dans ton sport mentalement, plus tu es performant. Ne serait-ce que parce que tu contractes inconsciemment les muscles et cetera et au-delà, tout ce qui est visualisation et cetera. Donc heu donc heu donc en fait, tu es tout le temps dans le domaine, tu y accordes plus d'énergie, donc tu reçois plus de la matière, c'est naturel et ça marche dans tout. Là, on prend le sport, ça paraît assez cohérent, si vous faites ça sur vos finances, si vous faites ça sur vos relations, vous pensez tout le temps à votre relation, vous allez trouver des clés que vous ne trouverez pas si vous faites que relationner avec la personne, donc un temps réduit, forcément. Si vous accordez tout votre espace mental à la spiritualité, bah, boum, l'éveil va arriver plus vite, c'est normal. Bref, dans tous les domaines. Hem Tac, 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 la neuroplasticité, pareil, ça, Aliénor, elle va adorer. Le cerveau qui se reconfigure en fonction des pensées, expériences. Des fois, certaines aires mentales carrément qui ne sont plus utilisées quand, par exemple, on perd un membre ou quoi que ce soit, ou on perd un sens complet, la vue, et cetera. Bah, boum, on va récupérer cette zone et on va élargir les autres. Enfin bref, le cerveau se reconfigure en permanence, de nouvelles connexions neuronales, hein, pas juste des aires. Des fois, c'est juste
certaines connexions qui vont se former, se reformer. Rien que cet entretien nous permet mais oui, mais c'est ça, en fait, de remodeler notre cerveau. C'est exactement la leçon que je voulais faire, c'est que en fait, on a commencé ça, on était dans une configuration mentale, on sortait de notre journée, tous, on avait vécu des expériences très matérielles, très basiques. Là, tout de suite, on est dans un état beaucoup plus propice à un éveil. Si on rencontrait, la toute-ité, là, tout de suite, on s'en sortirait bien mieux que, juste avant ce live. Heu, donc les conclusions, c'est ça. La réalité que nous percevons n'est qu'une interprétation, neurologique, biologique, signaux électriques et cetera, mentale, encore une fois, in fine, une image projetée sur un projecteur, voilà, et nous qui regardons l'image en train de se projeter, en le projecteur en train de projeter l'image et là, si vous faites un deuxième dézoom et là, attention, c'est vous risquez de toucher un truc bizarre, regardez la conscience qui observe tout ça. Je vous laisserai le faire dans votre coin. La conscience interagit avec la matière et la perception. La conscience peut remodeler si elle a une intention ferme, tendue, longtemps. Elle peut interagir et changer la perception pendant assez longtemps pour que après elle devienne la perception de base et que, du coup, la matière se remodèle parce que, plus le choix au bout d'un moment. La contrainte est trop forte de par la perception et plus les actions. Vous pouvez faire le test, hein, de faire que par la perception, vous obtiendrez des résultats maigres, mais vous obtiendrez des résultats. Le mieux, c'est toujours de combiner perception et action pour avoir un maximum de résultats parce qu'en plus, l'action recrée un feedback, qui revalide la perception et cetera. Nanani nanana. Après, si c'est pas le bon feedback, bah, encore une fois, à vous de retravailler votre perception et de ou alors de dire: «OK, il y a un délai, c'est pas grave. Il y a un délai entre la nouvelle perception et la réalité matérielle». L'esprit n'est pas seulement un observateur, il est un participant actif de la création de la réalité. C'était la première loi hermétique: tout est mental, l'univers est mental. Je suis content d'avoir pu, poser un propos aussi qualitatif pour une première loi hermétique. Fort de ce premier live, vous allez voir que les prochaines vont être encore plus deep d'accès, de compréhension. Pas parce qu'elles sont plus deep, juste parce que maintenant votre cerveau est préconditionné à enregistrer ces informations, avec, beaucoup plus de facilité et des liens permanents avec ce qui a été dit là, et de toute façon, une fois qu'on a fait ça là, le tout est mental, tout le reste c'est bah oui, bah oui, bah oui, vu que tout est mental, bah oui. Donc ça va être facile, et j'ai hâte, de faire les prochaines avec vous. C'est un thème qui me passionne, j'avais hâte de pouvoir le faire et je suis content qu'on soit, dans les bonnes dispositions, pour le faire, avec des cerveaux bien préparés. Alors, petite pensée à peut-être la seule personne qui se retrouvera là et qui était pas prête pour ça, heu, oh ouais, je sais pas quoi te dire, tu es courageux, re-regarde là 2, 3, 4 fois, enlève le x2, prends des pauses, va marcher, respire, ça va aller, n'empêche, gros courage d'avoir été jusque-là et peut-être d'avoir pas compris grand-chose, même si je pense que j'ai fait assez de points avec le matériel, je pense que j'ai rarement vu des personnes faire, un travail autant relié entre le concept et le réel. J'ai toujours vu beaucoup de gens plonger dans le concept, beaucoup de gens plonger dans la matière, mais peu de ponts entre les 2. Donc c'est ce que j'essaie de proposer à travers ce boulot. J'espère que ça vous a plu. On peut échanger brièvement et après il faut que j'aille au restaurant parce que, bah, la matière m'appelle, hein.